Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler des aliments gris et des symptômes qui sont associés aux aliments gris. C'est donc la suite de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Et dans cette vidéo, je vais rajouter des petites choses qui manquaient et je vais également faire un question-réponse. Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions et ça m'a permis de voir qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Alors les aliments gris c'est quoi? Eh bien ce sont des aliments qui sont céto-compatibles. Donc qu'on peut consommer en alimentation cétogène, c'est-à-dire une alimentation qui est très pauvre en glucides, mais qui pose problème à beaucoup de personnes. Je vous le rappelle, c'est pas parce qu'un aliment est pauvre en glucides, riche en gras, qu'il est forcément bon pour nous. Alors, il y a d'autres symptômes qu'on peut avoir, que j'ai oubliés, et certains me l'ont rappelé dans leurs commentaires, enfin que j'ai oublié ou dont j'avais pas forcément connaissance, parce que ça dépend de chacun. On peut avoir des vertiges, on peut avoir aussi une augmentation du rythme cardiaque. Alors ça, je l'ai remarqué à la suite de la consommation d'aliments gris. L'aliment, il va être très difficile à digérer, notamment par notre estomac. Donc il va y avoir un afflux de sang énorme au niveau de l'estomac, parce que les cellules qui composent la paroi de l'estomac, elles ont besoin de beaucoup de sang pour produire l'acide chlorhydrique et pour produire les enzymes digestives. Et donc, cet afflux de sang, c'est le cœur qui va amener tout ce sang, et donc on peut avoir un cœur qui bat plus fort, on sent que ça bat plus fort dans la poitrine, et qui va battre un petit peu plus vite. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur moi, et je me suis rendu compte une fois de ça. Je me rappelle, c'était un apéro, alors c'était il y a longtemps, c'était avant le régime cétogène. C'était un apéro chez une amie, et il y avait plein de petites cochonneries à manger, et à un moment donné, je prends une cochonnerie, je ne sais plus laquelle, je mange, et là je sens mon cœur qui se met à battre plus vite, et je sens qu'au niveau de l'estomac, il y a une grosse lourdeur, comme si je venais de manger un repas de réveillon de Noël. Et donc, depuis, c'est vrai que je fais attention à ça. Ça reste un très bon indicateur qu'on a consommé un aliment hyper difficile à digérer. Alors on peut aussi avoir des maux de tête, évidemment. Il y a des personnes qui, après avoir consommé un aliment gris, vont avoir des maux de tête. J'ai remarqué aussi que parfois, j'ai une énorme soif la nuit, qui n'a rien à voir avec ma consommation d'eau qui est toujours la même, mais il y a des jours où j'ai une soif qui est anormalement importante. Alors biologiquement, ça peut s'expliquer par une inflammation, par une retenue de plus d'eau. Donc mon corps, il me demande d'apporter encore plus d'eau. Il peut y avoir toutes sortes d'explications biologiques. En tout cas, le symptôme est là. Une soif intense. Après avoir consommé un aliment gris, on peut aussi avoir une grande fatigue après la consommation de cet aliment. On a un gros coup de pompe qui arrive comme ça soudainement. Là aussi, c'est le signe qu'on a mangé quelque chose qui ne plaît pas trop à notre organisme. Il y a des personnes aussi qui vont avoir des douleurs au niveau du dos. Et alors, encore une fois, c'est des douleurs qui vont apparaître à la suite de la consommation de ce type d'aliment. Et si vous faites une pause de cet aliment, les douleurs vont disparaître. Il y a aussi un symptôme que je remarque régulièrement quand je regarde des documentaires, quand je vois des gens, alors pas dans les films parce qu'ils sont maquillés, mais plus dans des documentaires parce que les personnes, elles sont interviewées, elles ne sont pas maquillées, on peut voir des zones rouges. Alors c'est souvent au niveau du cou. On va voir des zones rouges, des plaques rouges qui sont le signe d'une inflammation. Et on a aussi des personnes qui ont une peau un peu en texture de peau de poulet, avec des points. Alors là, c'est vraiment le signe d'une inflammation chronique qui dure depuis longtemps et qui le plus souvent est liée à la consommation d'aliments qui ne conviennent pas au corps. Voilà, donc c'est une liste non exhaustive de la plupart des symptômes qu'on peut avoir quand on consomme un aliment gris. L'idée en fait, c'est que vous soyez à l'écoute de votre corps. On va dire que dans la normalité, vous avez une certaine sensation de votre corps, une certaine sensation de votre estomac, de votre cœur, de tout un tas de réactions biologiques. Et quand vous allez manger certains aliments, après avoir consommé certains aliments, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui changent. Le cœur qui bat plus vite, vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, des maux de tête, vous pouvez avoir un raclement de la gorge, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui ne sont pas normales, c'est-à-dire que vous n'avez pas normalement et qui arrivent comme ça soudainement après avoir consommé ce type d'aliment. Donc là, vous devez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème, mais si vous consommez ce type d'aliment tous les jours, une bonne partie de votre vie, c'est clair que ça va poser problème, parce que ça va générer une inflammation chronique, ça va mettre votre système immunitaire en état de guerre tous les jours, donc vous allez épuiser votre organisme tout simplement. Et je vous rappelle que les cellules immunitaires elles carburent au glucose. Donc ça veut dire que si vous suivez un régime cétogène et que vous avez une inflammation chronique, votre corps il va devoir produire du glucose. Alors si vous n'en mangez pas, c'est pas grave. Il va en produire à partir de vos muscles, il va en produire à partir du collagène de votre peau, à partir des protéines qu'il y a dans vos cheveux, à partir des protéines qu'il y a dans vos os.
Donc vous allez perdre des protéines uniquement parce que vous entretenez une inflammation chronique qui va mettre en branle votre système immunitaire. Et ce système immunitaire, il faut bien le nourrir avec du glucose. Alors parlons un petit peu maintenant de ces aliments gris. Je vais compléter la liste des aliments gris que j'avais donnés parce que j'avais oublié 2-3 petites choses. Alors pour commencer, avec François, on a testé la purée de noix de macadamia. Et c'est vraiment problématique pour nous. On se rend compte que si on en consomme 2-3 jours d'affilée, et pas des quantités énormes, des quantités autour de 30 à 50 grammes, eh ben, on ressent des petits symptômes qui correspondent aux symptômes qu'on a quand on consomme des aliments gris. Alors évidemment, c'est pas parce que ça nous pose problème que ça en pose à tout le monde, on est d'accord, mais une chose est certaine, c'est que si ça nous pose problème, ça posera forcément problème à d'autres personnes, d'autant plus que François et moi, on n'a pas du tout la même génétique, et puis on a des tempéraments en plus complètement différents, on n'a pas du tout le même vécu, on n'a pas vécu les mêmes choses dans notre enfance. Donc un aliment qui nous pose problème à tous les deux dès qu'on en mange quelques jours d'affilée, ça, c'est un bon indicateur d'aliment gris. Alors je vous parle de la noix de macadamia parce que très souvent elle est présentée comme hypotoxique, mais non. En fait, c'est un oléagineux, et comme tous les oléagineux, elle contient des lectines. Alors effectivement, par rapport à d'autres oléagineux, elle contient beaucoup plus de gras et moins de protéines, et les lectines, ce sont des protéines. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de protéines qu'il y aura forcément moins de lectines. Les lectines, ce sont des protéines très particulières, et malheureusement, dans la noix de macadamia, il y en a comme dans tous les oléagineux. Donc attention, si vous êtes sensible comme nous aux oléagineux, faites attention, et une fois de temps en temps, pourquoi pas, en petite quantité, pourquoi pas. Si vous en consommez tous les jours, il y a des chances que ça vous pose problème très rapidement. Alors je ne vais pas à nouveau énumérer la liste de tous les aliments gris, j'en ai parlé déjà dans la première vidéo, mais je vais rajouter l'huile MCT. Alors MCT, c'est un acronyme pour Medium Chain Triglyceride. Donc ce sont les triglycérides à chaîne moyenne. Donc les triglycérides, c'est quoi? C'est une molécule de glycérol qui permet de souder 3 acides gras entre eux. Donc les corps gras qu'on consomme, ce sont des triglycérides. Et ces acides gras, en fonction du nombre de carbone qu'ils vont avoir, ils vont être ou saturés, ou monoinsaturés, ou polyinsaturés. Et les huiles MCT, donc à chaîne moyenne, ce sont des huiles qui vont avoir ou 8 atomes de carbone ou 10 atomes de carbone. Et quand vous achetez ce type d'huile, vous allez voir que vous avez des huiles qui sont garanties C8, donc 8 atomes de carbone, ou des huiles garanties C10, généralement c'est un mélange 8 et 10, ou alors 8 tout seul. Alors c'est quoi la différence? Apparemment, les huiles MCT C8 auraient une plus grande facilité à aller directement au foie. Alors petit rappel de physiologie digestive, quand vous mangez des corps gras, donc ils sont sous forme de triglycérides, alors les molécules de triglycérides vont être cassées, vous allez avoir d'un côté le glycérol et ensuite les 3 acides gras, et c'est ça qui passe dans le sang. La plupart des acides gras, ils vont passer par la circulation lymphatique avant d'arriver jusqu'au foie. Donc ça demande beaucoup de temps. Ça demande des heures et des heures et des heures. Mais quand on consomme une huile MCT de type C8, l'acide gras, donc à 8 atomes de carbone, il va aller directement au foie. Alors on fait ça pour avoir une espèce d'effet booster. L'idée c'est de prendre l'huile MCT par exemple le matin, si on ne prend pas de petit déjeuner. Et donc ces acides gras vont aller très rapidement au foie et vont être convertis très rapidement en cétone. Alors moi très sincèrement, quand j'ai testé le capteur de cétone, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai voulu voir ce qui se passait en prenant de cette huile MCT. Très sincèrement, je n'ai rien vu. Ou alors, si ça a eu lieu beaucoup plus tard que ce que la plupart des gens pensent. J'ai regardé dans les 3 heures qui suivent et en fait, ma cétonémie, elle n'a pas bougé. Il y avait une croissance. Alors je vous rappelle que d'après mes mesures, les cétones, elles varient de cette façon-là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce n'est jamais stable. Et du coup, si le matin, je suis en phase ascendante où mes cétones augmentent, quand je prends mon huile MCT, logiquement, si c'est en phase ascendante, ça aurait dû monter beaucoup plus vite. J'aurais dû avoir moins un petit pic, j'aurais dû avoir quelque chose. Ou alors, si c'est en phase descendante, j'aurais dû avoir une petite montée. Bon, moi, j'ai rien vu. J'ai fait ça 2 matins de suite. Une fois en prenant 2 cuillères à soupe d'huile MCT, une fois 3 cuillères à soupe, donc c'était de la C8. J'ai rien vu. Donc franchement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Alors pourquoi je vous parle de cette huile MCT dans les aliments gris? La première fois que j'en ai pris, j'ai pris comme ça 1 cuillère à soupe. Et j'ai eu des espèces de d'aigreurs d'estomac, des douleurs à l'estomac.
vraiment, vraiment pas agréable. Et ensuite, j'ai continué à en prendre et j'ai toujours eu ça. Après, je me suis rendu compte qu'on pouvait la consommer autrement, on pouvait l'émulsionner. Alors moi, le café gras, c'est pas trop mon truc, mais j'ai émulsionné cette huile MCT dans un bouillon de légumes et de carcasses de poulet. Donc vous mettez votre bouillon tiède ou chaud, vous mettez vos 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile MCT, ça dépend de la quantité que vous prenez évidemment, 1, 2, 3, peu importe. Un mixeur plongeant, vous mixez, ça devient trouble, ça devient blanc, un petit peu comme du pastis. Et donc ça veut dire que ça s'est émulsionné correctement, et là vous pouvez boire. Et donc émulsionner, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une espèce de mare de gras sur le dessus, vous avez plein de petites gouttelettes qui sont mélangées dans le bouillon. Et là, forcément, ce sera beaucoup moins agressif. Au lieu d'avoir une masse grasse qui va tapisser votre estomac et qui va l'agresser, eh bien, vous allez avoir des petites gouttelettes qui auront un impact beaucoup plus faible. Alors, à titre personnel, j'ai vu aucun intérêt à consommer de cette huile MCT. Très sincèrement, le fait que ça entraîne une telle réaction au niveau de l'estomac, et je suis loin d'être le seul à avoir ce type de réaction au début, je me dis que c'est quand même pas top. C'est pas très naturel. Alors cette huile MCT, elle est extraite de l'huile de noix de coco qui en contient en moyenne 15 à 20%. Donc là, je parle uniquement des acides gras C8 et C10. Parce qu'il y en a qui vont rajouter dans ces acides gras chaîne moyenne le C12. Bon, apparemment non, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans les acides gras chaîne moyenne. On tient compte que des acides gras C8 et C10. Alors ces acides gras, ils ont un petit nom, je ne vous en ai pas parlé, mais le C8, c'est l'acide caprylique. Et le C10, c'est l'acide caprique. Donc chaque acide gras a un petit nom. Alors vous connaissez l'acide oléique qui contient 18 atomes de carbone, donc c'est un C18. Alors on va passer à un autre aliment gris. Alors je le mets dans la catégorie des aliments, même si c'est plutôt un complément alimentaire, c'est le collagène. Mais le collagène qu'on trouve en poudre. Alors moi j'ai testé du collagène marin en poudre. Et très sincèrement, c'est hyper compliqué à digérer. Donc le mieux, c'est de le dissoudre dans du bouillon. Donc moi, je le fais encore une fois dans mon bouillon de légumes avec carcasse de poulet. Et vous le faites dissoudre dans un bouillon tiède. Mais c'est aussi un truc qui va être très compliqué à digérer. Donc ça reste un produit transformé, évidemment. Alors dans mes tests, j'en ai consommé, le maximum, c'est 10 grammes par prise. Les premières fois, je sentais un petit peu comme une indigestion. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui passait pas bien. Alors maintenant, on va passer aux questions-réponses, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Première question, quelle sorte de viande manges-tu? Puisqu'il ne faut pas la faire cuire beaucoup. Le porc, par exemple, a besoin d'être cuit. Et que penses-tu de la viande séchée à basse température au déshydrateur? Alors, moi, je mange un petit peu toutes les viandes. Je mange du bœuf, je mange de l'agneau, je mange du porc, d'autant plus que j'ai trouvé du porc noir gascon, qui, en théorie, contient beaucoup moins d'acide linoléique que le porc blanc classique. Et j'ai testé effectivement au niveau du goût, alors que le porc blanc il a tendance à me donner un petit peu la nausée, en tout cas son gras, et bien là j'ai pas ce petit inconvénient qui est plutôt bénéfique puisque c'est un indicateur, mon corps m'indique les bons gras et les mauvais gras. Alors en plus ce porc noir il est élevé en plein air et donc c'est un animal qui a une vie heureuse, qui se nourrit naturellement avec ce qu'il y a dans les bois. Donc ça fait également une viande de qualité. Alors je mange un petit peu de poulet, mais alors rarement. Et depuis que je me suis rendu compte que le gras du poulet, il contenait beaucoup d'acide linoléique, puisqu'il en contient facilement 20%, ben forcément, voilà, j'ai diminué ma consommation. Ce qui est marrant, c'est que je m'étais rendu compte il y a déjà longtemps, même avant de passer au régime cétogène, que ce gras de poulet, il m'amenait une espèce de nausée. C'est vraiment mon indicateur. Et je consomme aussi un petit peu de canard. Alors le canard, c'est pas top. C'est une graisse qui va contenir beaucoup d'acide linoléique, en moyenne 25%, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Donc du coup, ce sera rare. Alors juste petit rappel au sujet de l'acide linoléique. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui parle de ça, c'est un acide gras essentiel dont on a besoin, mais en quantité infime. Parce qu'il y a des gens qui me disent que je raconte n'importe quoi, qu'on en a besoin, mais je n'ai jamais dit le contraire. Le problème, c'est que si vous avez besoin de 4 grammes par jour et que vous en consommez 40, 10 fois plus, votre corps, il en fait quoi des 36 grammes en trop qu'il n'est pas capable de métaboliser, qu'il ne peut pas utiliser? Ça va devenir toxique pour l'organisme. Le problème de cet acide linoléique, il est là parce qu'on en consomme beaucoup trop et tout le monde en consomme trop. Quel que soit notre régime alimentaire, qu'on soit cétogène,
qu'on soit végétarien, qu'on soit vegan, et encore plus les végétariens et les véganes, qui mangent beaucoup trop d'oléagineux, beaucoup trop d'huile végétale, de type huile de tournesol, huile de cartame, l'huile de lin, l'huile de tout ce que vous voulez. Ils en mangent beaucoup trop et donc ils vont se gaver d'acide linoléique. Je vous rappelle, c'est un acide gras qui vous donne encore plus faim et en plus, c'est un acide gras qui va vous faire beaucoup plus de gras et beaucoup plus de gras viscéral. Alors je reviens à ce que je mange comme protéines animales. Je mange aussi des abats, je mange de la cervelle, je vais manger du foie et je vais manger du cœur. Parfois du boudin, mais en fait je digère quand même très mal. Donc ça reste une charcuterie qui est dans la catégorie des aliments gris. Voilà, ça c'est un problème, je digère très mal en fait, le boudin qui fait avec du sang. Alors moi le porc que j'achète et que je consomme, ce n'est que du porc de qualité, que je fais cuire rosé, je ne fais pas cuire à point comme certains le recommandent. Évidemment, si vous consommez du porc industriel, là c'est pas du tout la même chose. Voilà, ça dépend si vous achetez des trucs de qualité ou pas. Et après, ça n'engage que moi, donc faites comme vous le sentez. Alors au sujet de la viande séchée, j'en ai jamais consommé. Par expérience, je sais que ce type d'aliment, il est plus difficile à digérer. Il va falloir qu'il soit réhydraté avant que nos enzymes puissent pouvoir agir. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage d'eau dans l'aliment pour que nos enzymes puissent fonctionner, tout simplement. Après, gustativement parlant, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas si c'est vraiment bon. Bon, à tester. Alors j'ai une autre question, enfin un autre commentaire plutôt. Quelqu'un qui dit cette vidéo est désespérante. Alors j'ai eu quelques commentaires de ce type, des personnes qui vont dans des extrêmes opposés, qui me disent bah alors on peut plus rien manger, bon là cette vidéo est désespérante. Le problème c'est que on est un peu comme des enfants gâtés, on est habitué à avoir tout, on est habitué à avoir tous les aliments de la planète entière, et quand il y a des personnes comme moi qui disent que tel aliment bah, c'est pas bon, c'est pas un aliment qui est physiologique, tel aliment il se digère pas bien, c'est comme ça, c'est la nature de l'aliment. Si je vous dis que la pierre, les morceaux de pierre ça se digère pas bien, vous allez le comprendre, hein, on est d'accord. Si je vous dis que des clous, ça ne se digère pas bien, vous allez être d'accord. Quand il y a certains aliments qui, à cause de procédés trop agressifs, dénaturent la structure interne de l'aliment et fait que nos enzymes ne vont pas être capables de le digérer, bah c'est comme ça, c'est un fait. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. L'humain, il est très intelligent, mais parfois il est un petit peu stupide aussi. Il est capable de transformer un aliment comme la sardine en boîte, qui est un aliment de survie. C'est clair que s'il y a un cataclysme et que il n'y a plus que ça à manger, bah, on mangera ça, mais de là à en manger tous les jours, bah non. Il y a des procédés de transformation, il y a des procédés de conservation qui dénaturent l'aliment. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le consommer, moi ça m'est complètement égal. Mais mon but c'est simplement de vous avertir et de vous dire attention, cet aliment que vous avez tendance à consommer régulièrement, sachez que c'est pas un bon aliment, c'est un aliment qui va générer une inflammation. Donc même en retirant les aliments gris, il vous reste quand même beaucoup de choses. Arrêtez de vous comporter en enfant pourri gâté qui va bouder parce qu'on lui retire 3 jouets alors qu'il en a à côté 250. Il y a quelqu'un qui met comme commentaire « Bonjour, peut-être serait-il utile de faire une vidéo sur les aliments qui ne posent aucun problème à personne. C'est épuisant toutes ces vidéos qui remettent en question les bienfaits de tel ou tel aliment. Dès qu'on pense avoir trouvé un aliment meilleur pour la santé que celui qu'on consommait avant, on tombe sur une vidéo, bah non en fait, c'est pourri aussi. On nous a fait le coup sur la viande rouge, les produits laitiers, le beurre de cacahuète, les œufs, les fruits, franchement, marre. Alors quels aliments au quotidien pour un régime cétogène et végétarien, avec un Crohn? Et si on veut se faire plaisir, on mange quoi et à quelle fréquence? Alors déjà, un cétogène végétarien, ça va être très compliqué. En plus avec un Crohn, c'est pas compliqué en fait. Les aliments que vous ne mangez pas, ma chère Agnès, eh bien, c'est les aliments que vous devriez manger. Le meilleur aliment que vous devriez manger, c'est la viande rouge, c'est la viande de bœuf nourrie à l'herbe. C'est le meilleur aliment qui existe pour l'humain, aujourd'hui, enfin qu'on trouve en tout cas, parce qu'on ne mange plus d'animaux sauvages. C'est le meilleur aliment qui existe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on trouve encore des bovins de race ancienne qui mangent l'alimentation qui a été prévue pour eux, c'est-à-dire de l'herbe. Le problème avec les volailles, c'est qu'on leur donne du grain. Je suis désolé, dans la nature, j'ai jamais vu un oiseau se gaver de grains. Les oiseaux, ils mangent de tout, et notamment beaucoup d'insectes. Mais en aucun cas, 90 ou 95% de leur alimentation, c'est des graines. Puis de toute façon, les graines que les oiseaux sauvages vont manger, ça va être des graines sauvages en fait. C'est pas les graines de nos cultures de céréales qui sont hyper riches en acide linoléique. Le porc, alors on l'a vu, le porc c'est un gras qui souvent est riche en acide linoléique. Donc quelqu'un qui a un Crohn, si il veut s'en débarrasser, alors c'est très simple entre guillemets,
il va vers un régime carnivore, mais un régime carnivore avec des bonnes protéines et du bon gras, c'est-à-dire du bœuf nourri à l'herbe, du gras de bœuf nourri à l'herbe, du ghee. Il peut aller aussi vers les poissons gras, mais ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est susceptible de poser problème. Je vous rappelle que tous les végétaux contiennent des lectines, plus ou moins. Quelqu'un qui a un Crohn, il va être sensible à absolument tout, donc il faut qu'il évite impérativement les végétaux. Donc un végétarien qui a un Crohn et qui veut se débarrasser du Crohn, à mon avis, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Après, je reviens un petit peu sur ce commentaire où la personne est un petit peu en colère, en fait. C'est comme si ça dépendait de moi ou des gens comme moi qui disent tel aliment n'est pas bon. Mais après, c'est vous qui allez voir s'il est bon ou pas pour vous. Les aliments gris, ils sont pas bons chez beaucoup de gens. Après, ça va dépendre de la fréquence et de la quantité que vous allez consommer et de votre sensibilité à cet aliment et de votre état de votre tube digestif et de votre équilibre microbiotique. Ça va dépendre aussi de votre capacité à bien digérer, parce que la plupart des gens ont une capacité digestive qui est devenue hyper faible. Ça dépend de plein de facteurs. Mais au moins, vous avez la possibilité de tester et de voir, en supprimant tel aliment, si ça va mieux ou pas. Si une personne vous dit « manger des fruits, c'est super bon », et moi je vous dis « attention, les fruits posent problème pour différentes raisons. » C'est qui a raison? Vous allez tester. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez complètement tous les fruits. Vous faites ça, je sais pas, pendant quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe quand vous intégrez des fruits? Vous verrez bien si vous vous sentez moins bien ou si vous vous sentez mieux. Alors, on reste dans la même thématique. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, super comme toujours, que c'est compliqué de manger. Alors, c'est quand même pas si compliqué. Il suffit de revenir aux basiques de l'alimentation humaine. Et si on se pose la question, que pouvait bien manger l'humain il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans? Est-ce que vous croyez que l'humain, il mangeait des amandes, il mangeait du lait de coco, il mangeait du tofu, il mangeait du fromage? Je ne vous parle pas de tous ces nouveaux aliments qu'on consomme tout le temps, toute l'année, et souvent en beaucoup trop grande quantité. Voilà, donc petit truc, vous dites, est-ce qu'il y a 1000 ans, l'humain, il mangeait ce que là je m'apprête à manger? Vous verrez que vous allez pouvoir faire le tri vous-même. Autre commentaire, il y a quelqu'un qui me dit, vous oubliez qu'en Europe, on descend de personnes qui ont consommé des aliments très cuits, donc on a sûrement dû habituer notre organisme à le faire. Alors très cuit depuis combien de temps? Parce que l'évolution, elle se fait sur des centaines de générations. Ça ne se fait pas en 100 ans, hein. C'est pas en quelques générations d'humains qu'on va être capable d'arriver à digérer de nouveaux aliments. Ça prend du temps. Et puis cette affirmation, je ne sais pas d'où elle sort. Alors moi, je suis en train de lire des livres d'anthropologie. J'ai lu un livre très intéressant, L'histoire aberrante de l'alimentation de Mark Bittman, que je vous invite à lire parce que c'est super intéressant. Donc on part des premiers hominidés jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas retrouvé en fait ce que cette personne dit. Donc voilà, je sais pas d'où vient cette source. Ça remonte à quand exactement? Alors encore un commentaire qui nous dit des abats, juste un peu légumes, mais pas trop à cause des lectines, du poisson frais quand on en trouve, un peu de gras si on le digère, et tout le reste à la poubelle. Pouf, trop dur la vie. Alors bon, c'est évidemment pas ce que j'ai dit, c'est encore une fois quelqu'un qui est gêné par le fait que je lui dis qu'il y a peut-être un certain nombre d'aliments qu'il consomme et que ces aliments, ils lui conviennent peut-être pas. Après, c'est à la personne de vérifier. C'est marrant toutes ces réactions qu'il y a eu. C'est comme si je punissais les gens, c'est comme si c'était des enfants que je leur disais « tu vas être privé de dessert ». Alors après, au sujet du café, il y a quelqu'un qui me dit « pour le café, c'est impossible pour moi de m'en passer, j'en consomme une tasse tous les jours et j'en ai pas envie plus que ça ». Alors moi, j'ai répondu que c'était pas un problème, hein. Pourquoi pas en consommer une tasse? Si ça ne crée pas de problème, pourquoi pas? Après, il faut avoir conscience que la caféine, c'est une molécule psychoactive, donc c'est une drogue qui agit sur le cerveau. Du coup, c'est pas anodin d'en consommer tous les jours. Et si jamais on est accro au café, on s'en rend compte très simplement. Quand on essaie d'arrêter, on va avoir des petits symptômes de désaccoutumance. Donc c'est à chacun de voir, mais ça reste quand même vraiment pas une bonne boisson à consommer au quotidien. Alors il y a quelqu'un qui me fait une remarque aussi, qui me dit c'est très simple, alors c'était au sujet des aliments trop cuits, c'est très simple, cuisiner au vitaliseur de Marion. J'ai répondu que le vitaliseur de Marion, donc qui est juste un cuit-vapeur, il n'y a rien d'extraordinaire, ce vitaliseur en fait, on peut très bien cuire trop les aliments, hein. Vous laissez dedans une protéine animale cuire 3 heures, à cœur, vous mettez une sonde, vous allez voir que ça va atteindre, alors je ne sais pas combien de degrés ça va atteindre, mais ça va atteindre au moins les 80 degrés.
vous allez avoir une viande qui va être trop cuite. Peu importe l'ustensile de cuisson que vous utilisez, ce qui compte, c'est comment vous l'utilisez. Un four, par exemple, un four qui peut monter jusqu'à 300 degrés, mais vous pouvez le faire aller jusqu'à 70 degrés. Et donc vous pouvez, grâce à un four, faire une cuisson longue, très basse température, que vous n'arriverez pas à faire avec le vitaliseur de Marion, puisqu'en fait, l'ambiance dans laquelle cuit votre viande, elle est à 95 degrés. Alors qu'avec mon four, je peux bloquer la température à 70 degrés pour que la température augmente très progressivement. Donc non, en fait, cet ustensile, il n'est pas mieux. Il faut juste savoir utiliser vos ustensiles de cuisine. Alors encore une question au sujet du lait cru. Alors là, c'est que pensez-vous du lait cru fermenté? Eh bien, ça reste du lait qui a été fermenté. Donc la fermentation, ça veut dire que les bactéries lactiques vont transformer le lactose en acide lactique. Ok, donc il n'y aura plus de lactose, mais il y aura tout le reste. Vous aurez la caséine, vous aurez toutes les molécules, les facteurs de croissance, toutes les molécules, toutes les hormones qui sont présentes dans le lait, si c'est du lait de vache, à destination du veau. Ce n'est pas un aliment qui est adapté à l'humain. Je sais qu'il y a des personnes qui sont accros aux produits laitiers et du coup qui vont dire qu'on peut consommer du lait, que ça ne pose pas de problème. C'est juste parce qu'elles sont accros. Moi, j'adore les produits laitiers. J'en consomme pas parce que je sais que ça pose problème. Alors, autre remarque, on me dit « Et le sucre diablisse ?» Merci. Alors, le sucre en régime cétogène, vu qu'on cesse d'en manger, évidemment, j'en ai pas parlé. Ça fait pas du tout partie des aliments cétocompatibles. Et ça, c'est un énorme avantage avec le régime cétogène, c'est qu'on vire le sucre. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui remplacent le sucre par des édulcorants et qui vont complètement déséquilibrer leur microbiote intestinal. Donc le sucre et la saveur sucrée, on la remplace par quoi? Par rien. Le but, c'est d'arriver à se désaccoutumer de la saveur sucrée parce que on n'est plus des gamins, on n'a pas besoin d'avoir du sucré systématiquement à la fin du repas. Je sais qu'au début, c'est pas facile, moi je suis passé par là, mais il faut passer par là pour arriver à se désaccoutumer du sucre et ne plus avoir besoin systématiquement de sucre à la fin du repas, comme si on avait besoin d'avoir une récompense parce qu'on a fini notre repas. C'est quand même incroyable. Autre petite question au sujet des lectines qui sont présentes dans les graines et les oléagineux. On me demande si la méthode du trempage est efficace. Eh ben non. Je pense que la personne, elle confond lectine et antinutriments comme l'acide phytique. Le trempage n'a quasiment aucun effet sur le taux d'acide phytique. L'acide phytique, quand vous faites tremper une céréale, quand vous faites tremper un oléagineux, il va diminuer de 5% à peu près. Si vous voulez avoir une diminution de l'acide phytique, il faut faire germer. Il faut faire germer pendant au moins 5 jours. Attention, parce qu'il y a certaines graines, comme par exemple la graine de tournesol, les 2 premiers jours de germination, l'acide phytique va augmenter. Et donc il y a quelques graines comme ça où l'acide phytique augmente, c'est les premiers jours de germination. Et c'est ensuite que ça va baisser. Alors pour ce qui est des oléagineux, c'est pas compliqué, je n'ai jamais réussi à faire germer une noisette du commerce, une amande du commerce, une noix ou tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais réussi. Et personne n'a jamais réussi. J'ai demandé à des personnes de m'envoyer des photos de noisettes qui avaient germé, mais qui ont vraiment germé, c'est-à-dire qu'avec un germe qui grandit de jour en jour jusqu'à ce qu'il y ait une feuille qui apparaisse. Évidemment, personne n'a pu faire ça. Si vous mettez une amande ou une noisette dans l'eau, le germe qui est naturellement présent, il va gonfler, il va grossir, il va se gorger d'eau. Il y a des gens qui pensent que la noisette ou l'amande sont en train de germer. Pas du tout. Si ça germe, de jour en jour, ce germe, il va grossir et vous allez avoir une feuille au bout de quelques jours. Mais pour X raisons, c'est impossible de faire germer une noisette, une amande ou n'importe quel oléagineux. Et du coup, le processus de germination, il ne s'enclenche pas. En fait, quand vous laissez dans l'eau, vous allez voir que vous allez avoir la moisissure qui va apparaître sur le dessus. Donc après avoir fait tremper votre noisette et votre amande, vous la mettez dans un bocal, fermé avec des petits trous. Et vous allez voir que jour après jour, vous allez avoir de la moisissure et ça va pourrir. Donc ça veut dire que ce n'est pas en train de germer. Donc l'acide phytique, qui est un antinutriment, on peut le diminuer uniquement si on fait germer la graine. Pour ce qui est des lectines, la méthode pour s'en débarrasser, c'est la cuisson à haute température dans une cocotte minute pendant, je ne sais plus combien, mais 30 ou 45 minutes. Le trempage n'aura aucun impact sur les lectines. Les lectines, ce sont des protéines qu'il y a naturellement dans les graines. Et ces protéines, pour les neutraliser, la chaleur, ça reste ce qui est le plus efficace. Bonjour, alors par quoi remplacer la crème ou le lait dans les recettes? Pas de lait de vache,
pas de lait ni yaourt de coco, pas d'amande. Bah écoute, tu peux remplacer par de l'eau. Moi, à titre personnel, quand je fais par exemple mes crèmes aux œufs, je mets pas de lait et j'utilise de la purée d'amande ou de la purée de noisette. C'est une préparation qui est cuite, donc il va y avoir quand même une petite partie des lectines qui vont être détruites par la chaleur. Ensuite, on en met peu. Par petits pots, bah, je vais en avoir quand même assez peu. Par contre, c'est clair que si vous faites un gâteau et que vous utilisez de la farine d'amande, là, toute la matière de ce que vous allez consommer, c'est de la farine d'amande. Donc là, vous allez avoir beaucoup de matière, donc beaucoup de lectine. Donc ça dépend. Voilà, les laits végétaux, forcément, c'est un petit peu de purée d'oléagineux dilué dans beaucoup d'eau. Donc, vous aurez peu de lectine. Autre commentaire, bonjour David, je suis en régime cétogène et je me sens mieux, mais j'ai souvent une rhinite allergique et de l'eczéma. Je cherche les aliments coupables. C'est très difficile, ta vidéo me décourage. Vu tous les aliments à éviter, il ne me reste pas grand-chose. Alors déjà, ça veut dire que tu consommes une bonne partie des aliments qui sont listés. C'est-à-dire que potentiellement, tu consommes plusieurs aliments gris qui peuvent te poser problème. La seule solution, eh ben, tu testes le régime carnivore avec du bœuf nourri à l'herbe ou du ghee ou du gras de bœuf bio nourri à l'herbe et tu vas voir, tes symptômes vont probablement disparaître et ensuite bah, tu vas réintégrer certains aliments en laissant suffisamment de temps entre chaque aliment pour pouvoir bien identifier celui qui pose problème. C'est une manière de faire qui n'est pas forcément simple, j'en conviens, mais bon voilà. Après, il y a tout un tas d'aliments, je pense que tu peux arrêter de les consommer, on n'est pas obligé de consommer tous ces aliments gris. Un autre commentaire, énorme fatigue, le nez qui coule tout le temps, les yeux larmoyants tout le temps, je comprends mieux pourquoi, mais quoi manger quand on ne consomme plus de viande? Je me suis rabattu sur les amandes en grosse quantité, fromage, légumes, œufs, chocolat, café, thé, tout ce qu'il ne faut pas. Donc vers quoi me tourner? Juste des légumes? Alors non, on ne peut pas consommer juste des légumes. Je me dis quand même, c'est fou qu'aujourd'hui, un humain ne sache pas de quoi il a absolument besoin. Ça devrait être appris à l'école. On a besoin impérativement de protéines animales. On a besoin impérativement de bons gras. C'est de ça dont on a besoin impérativement. Le reste, c'est facultatif, c'est pour agrémenter nos plats, c'est pour amener de la variété, mais on reste sur les basiques. L'humain, il est fait pour manger ça. Donc, si tu manges que des légumes, mais tu vas claquer, c'est pas possible. Après, je comprends que pour différentes raisons, il y a des personnes qui ne veuillent pas manger de viande. Mais vous pouvez manger du poisson et des œufs. Pas que des œufs, ça ne marchera pas, vous n'allez pas tenir très longtemps. Sinon, il faut accepter les conséquences d'une alimentation qui n'est pas adaptée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me dites que vous ne mangez pas d'un aliment qui est fait pour vous, que vous vous rabattez sur des aliments qui ne sont pas faits pour vous. C'est à vous de vous demander pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger d'un aliment qui est fait pour vous. Et par contre, ça ne vous pose pas de problème d'aller vers des aliments qui vont vous poser tout un tas de problèmes de santé. Alors, autre question à propos de la cuisson des protéines. Du coup, comment fait-on pour toutes les viandes de catégorie 2 et 3, le gîte, le plat de côte, etc. Celles-ci sont immangeables si elles ne sont pas cuites longtemps, pot-au-feu, braisé. Or, nous sommes bien censés en consommer si on respecte le nose to tail. Alors comment fait-on? Moi, je vois deux possibilités. Première possibilité, il y a le hachoir à viande, qui permet de transformer une viande qui est dure comme du béton en un steak, enfin en tout cas de la viande hachée, que vous allez pouvoir consommer. Et puis sinon, il y a la cuisson à basse température. On cuit longtemps un aliment, mais à une température très basse. Il va cuire tout doucement sans que les protéines soient dénaturées. Donc ça, on le fait généralement dans un four, parce qu'avec un four électrique, vous pouvez mettre une sonde pour vérifier, et puis vous pouvez affiner la température à quelques degrés près. Le problème, c'est que si vous faites bouillir votre morceau de plat de côte de bœuf, il va cuire dans de l'eau à une température qui va être autour de 90-95 degrés. Donc là, les protéines, elles vont être dénaturées, c'est sûr. Alors il y a quelqu'un qui a tout compris, qui me dit comment faire. On part sur de la viande et du beurre pendant 1 à 2 semaines et après on réintègre un aliment à la fois. C'est clair que c'est la solution qui est la plus contraignante, mais qui est la plus efficace. Alors le beurre peut poser problème aux personnes les plus sensibles. Chez la majorité des gens, ça pose pas de problème. Il ne faut pas oublier qu'en cétogène, on consomme beaucoup de beurre. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui va manger une alimentation classique, qui va peut-être manger, 20 grammes de beurre par jour, et en cétogène, si on mange que de la viande et du beurre, on peut consommer 200 grammes de beurre. Parce qu'encore une fois, 200 grammes de beurre, c'est pas 200 grammes de gras.
Dans le beurre, vous avez à peu près 80% de gras. Donc si vous consommez 200 g de beurre, vous aurez environ 160 g de gras. Alors que si vous consommez 200 g de ghee, vous avez quasiment 200 g de gras. Ou si vous consommez 200 g de gras de bœuf, que vous avez fait fondre et mis en bocal, eh bien vous avez 200 g de gras. On va rester sur la cuisson de la viande. Il y a quelqu'un qui me dit quel mode de cuisson et à combien de degrés recommandes-tu pour la viande? Quid de la cuisson à la poêle? Comment savoir les degrés? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont psychoter sur la cuisson à la poêle, avec les molécules de Maillard, avec la viande qui est grillée. Mais il faut quand même mettre les choses par ordre de valeur et arrêter de psychoter parce qu'il y a un petit peu de molécules de Maillard dans votre viande que vous avez fait griller. Moi, quand je fais cuire une viande à la poêle, je vais la saisir de chaque côté. Donc, il va y avoir un petit peu de grillé. C'est pas du brûlé, c'est pas du barbecue, c'est pas noir, c'est juste brun. Si c'est de la viande de bœuf, je la mange bleue ou saignante. Sinon, toutes les viandes, au plus cuit, pour moi, ce sera saignant. Même le foie, je fais en sorte de le manger bleu plutôt que saignant. Et en tout cas, pas du tout à point. Il faut vous rendre compte que pour notre organisme, il vaut mieux lui apporter un petit peu de molécules de Maillard qui sera complètement géré, plutôt que d'apporter un morceau de viande entier qui sera beaucoup trop cuit. Les protéines auront été dénaturées et vous n'allez pas arriver à correctement les digérer. Ça va vous demander beaucoup plus d'énergie. Et il y aura un pourcentage plus important de protéines qui ne seront pas digérées, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense du livre Bonjour Keto, dont les auteurs sont français. Oui, ce livre il a été écrit par Ulrich et Nelly Génesson. Alors, c'est un livre qui est intéressant, en tout cas dans la première partie, que je trouve qui est bien faite. La partie théorique, bon, je trouve que c'est pas mal. Il y a juste un truc qui, moi, me plaît pas, c'est qu'il déconseille de mesurer ses cétones. Donc, je vois pas trop comment on peut savoir si vraiment on est en cétose, si on mange trop de protéines et que du coup ça va générer de la néoglucogénèse et que du coup on va fabriquer beaucoup de glucose avec ces protéines, ce qui fera qu'on aura peu de cétones. Si on ne mesure pas ces cétones, on ne pourra pas voir aussi qu'on peut-être avec la consommation de trop d'aliments gris, on a une inflammation et donc peu de cétones. Voilà, donc moi c'est la principale chose qui ne me plaît pas dans ce livre. Après, bon, la deuxième partie c'est des recettes. Bon, il n'y a que des aliments gris, donc forcément je ne peux pas en dire grand-chose de positif. On va dire que ces recettes ont un intérêt pour de l'exceptionnel. Si on va chez des amis quand on veut faire un dessert cétogène, ok, ponctuellement, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent croire que ce sont des recettes pour le quotidien. Et là c'est vraiment problématique parce que c'est pas du tout adapté au quotidien. Si on enlève toutes les recettes où il y a du fromage, des édulcorants et de la poudre d'amande, bah, il reste plus rien en fait. Enfin, il reste quoi? Il reste 10 recettes. Pour moi, ce livre, il envoie pas le bon message. Déjà, il incite pas les gens à mesurer leurs cétones et en plus, les recettes qui sont proposées vont faire croire aux gens que le régime cétogène, c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors ensuite, il y a Margot qui me dit « Merci David de m'avoir répondu. Oui, je mets du gras, beurre salé dans mon café, huile d'olive, crème fraîche que j'ajoute pour mon repas de midi. Je pense 80 g de gras par jour. » Là, j'ai répondu que 80 g, c'est un bon début. Par contre, tu es quand même loin du compte. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'en gros, 1 gramme de gras, ça représente 9 kcal. Qu'une femme, en moyenne, elle a besoin, on va dire, de 1800 kcal par jour. Et que 80 grammes de gras, ça n'apporte que 720 kcal. Donc il en manque 1000. Je ne pense pas que tu manges 1000 kcal de viande ou de légumes. Moi, dans ce cas-là, je conseille à la personne de calculer combien elle consomme de calories sur une journée. Tous ses repas, elle regarde approximativement à combien elle en est. C'est clair que pour une femme qui doit être autour de 1800, si elle se retrouve à 1000 ou 1200, il y a un gros problème. Donc il va falloir quand même rectifier le tir parce que sinon, le risque, c'est qu'il va y avoir un crash de la thyroïde, il va y avoir le métabolisme qui va se ralentir et c'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est exactement l'opposé qu'on cherche. Et ça, c'est un piège du régime cétogène au début, c'est que comme on a du mal à changer de carburant et à consommer suffisamment de gras, et ben on se fait un petit régime hypocalorique sans s'en rendre compte. Donc faites attention à ça. Après, il y a quelqu'un qui me demande « Avez-vous une recette de pain sans gluten et compatible cétogène et hypotoxique ?» Bon, j'ai répondu non, ça n'existe pas. Petit commentaire très sympathique de Leroy. Cette vidéo revient sur beaucoup de vos conseils précieux. Ma vie a changé depuis que je vous ai entendu parler d'une trop grande cuisson des protéines. Rien à voir entre une petite cuisson à feu doux et une grosse cuisson au four ou pire à la cocotte minute. Tellement de merci, pourtant personne n'en parle. Voilà, alors je le lis parce que je suis content que ça puisse aider certaines personnes. C'est quand même le but. Alors je vais vous lire un petit commentaire. Alors par contre, j'ai pas tout compris.
L'amande et la noix de coco, surtout non fraîche, surtout si elle a été chauffée, est mon étranger. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Malheureusement, c'est l'aliment phare des succédanés cétogènes. L'huile MTC a été une catastrophe, eczéma sous le pied, squame sur le visage, dans les cheveux, fatigue, trouble du sommeil, reflux si je m'amuse à manger des noix le soir. Alors là, je vais déguster. Le pâté, le boudin irrite mon estomac, mais punaise c'est bon. Mais allez savoir le foie gras nickel, le pot-au-feu, ça va, je prends plutôt de la gélatine pour le faire. Les produits laitiers, ceux qui sont affinés, ne me ratent pas. Tout ce qui est fromage de type Philadelphia, ça va encore. Le yaourt grec, selon la marque, ça va. Certains semblent radins en crème. Le ghee, j'essaie de le faire moi-même, mais il est sûrement pas aussi clarifié que ceux du commerce. Mais ça fait le job. Le mieux reste encore de ne pas manger ces aliments de manière isolée, mais les accompagner de crudités pour maquiller la mariée. Bon, après tout ça, il nous reste un grand verre d'eau. Alors après, j'ai le commentaire d'un David, les protéines cuites. En général, les protéines sont mieux absorbées cuites, et en plus les viandes mijotées permettent une approche nose to tail impossible avec des cuissons courtes. Pour les sardines, là c'est limite mensonger, sornette. Les sardines sont cuites à 120 degrés pendant 30 minutes. Peut-être que certains les digèrent pas bien, mais certains kétos en mangent très fréquemment sans problème. Peut-être des problèmes autres tels que histamine, bref, ce n'est pas justifié. L'argument prix écologique des sardines est faux, les sardines en boîte coûtent moins cher que les fraîches, elles sont étêtées et vidées. Je parle là du produit final. En plus, il y a toujours des promotions sur les poissons en boîte. Il n'est pas rare d'en trouver à 7 € le kilo, et les maquereaux encore moins chers. Pour l'écologie, transporter du frais coûte cher, transport rapide, il faut de la glace, et réfrigération, il y a des pertes. Alors, bon, la première partie de cette remarque, alors je lui dis désolé de te contredire, mais j'ai quand même étudié mon sujet. Il y a de nombreuses études qui démontrent que la viande cuite longtemps à plus de 80 degrés devient indigeste, donc de toute façon, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Après, il faut évidemment savoir qu'à la préhistoire, on n'avait pas le choix et on devait faire cuire certains morceaux pour pouvoir les consommer. Mais l'humain a un cerveau et depuis, je pense qu'il a inventé des couteaux qui coupent, des hachoirs à viande, ce qui nous permet de consommer de la viande fraîche sans avoir à la faire cuire trop longtemps. Alors au sujet des sardines, je lui dis qu'il n'avait pas conscience des pertes qu'il pouvait y avoir. Quand vous faites des sardines en boîte, il faut d'abord qu'elles soient cuites à la vapeur et ensuite elles sont mises à la main dans des boîtes. Seules les belles sardines qui n'ont pas été cassées sont mises en boîte et donc il y a jusqu'à 30% de pertes, donc ce qui fait quand même beaucoup. Ensuite, il y a la matière première de la boîte de métal qui est utilisée juste pour à peu près 100-125 grammes de sardines et qui ensuite sera jetée. Donc il a fallu des machines pour aller creuser dans je ne sais pas quel pays pour extraire le minerai. Ensuite, il va falloir le faire chauffer, ça demande beaucoup d'énergie. Donc on a déjà eu besoin de beaucoup de carburant pour extraire le minerai, beaucoup d'énergie pour faire fondre tout ça, pour purifier. Ensuite, on en fait des boîtes de sardines qui vont servir une fois et qui vont être balancées. Et puis je ne parle même pas du poids du transport. Imaginez, qu'est-ce qui va coûter plus cher en transport? Un camion rempli de boîtes de sardines, donc avec le poids du métal qui est important, ou un camion rempli de sardines fraîches? C'est évidemment les sardines fraîches qui vont gagner. En termes d'écologie, je ne vois pas comment on peut dire que les sardines en boîte c'est plus écologique que les sardines fraîches. Bref. Alors ensuite, petit commentaire de Catherine. Merci pour cette vidéo très intéressante. Concernant la vidéo que vous avez faite sur les aliments gris, je l'ai écoutée une première fois et quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais des raclements de gorge et des picotements au fond de la gorge. J'ai réécouté une deuxième fois plus attentivement et j'en conclus que je fais une réaction à l'histamine. J'ai donc arrêté l'huile de coco et la MCT, l'huile MCT. Ça semble aller mieux. Je me suis mise au carnivore strict afin de réparer mon intestin. J'ai quelques symptômes de palpitation cardiaque. Je prends encore du DK gras le matin. Il va falloir peut-être que je l'arrête. En tout cas, merci pour ce travail d'information. Effectivement, bon, le café gras, moi je suis pas fan. C'est ce qu'on appelle du biohacking, qui pour moi est complètement inutile. C'est pas du tout quelque chose qui est bon pour la santé. Et je vous rappelle que même un café décaféiné ne contient pas 0% de caféine. Il y a toujours de la caféine dedans. Il y en a moins évidemment, mais il y a toujours de la caféine. Alors Michael qui me dit « Vidéo instructive et intéressante, cependant la germination des graines permet justement d'éliminer les antinutriments tels que les lectines et autres phytates, trypsine, etc. » Je dis « Si c'était vrai, ce serait génial, mais ce n'est pas vrai. » Là encore une fois, quand je dis ça, j'ai bien étudié mon sujet, j'en ai parlé tout à l'heure. Déjà, on ne peut pas faire germer des oléagineux, noisettes, amandes, noix de macadamia et tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. La graine est morte. Et puis, pour qu'il y ait une vraie disparition des lectines, peut-être qu'il faudrait atteindre une petite plante, en fait, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il restera toujours des lectines. En tout cas,
la seule méthode efficace pour les lectines, c'est la cuisson à haute température, la cuisson longue à haute température. Alors ensuite Didier, il me dit merci pour votre retour David. Bon, après la pomme de terre a son poison également avec les saponines. J'ai envie de dire que c'est kiff-kiff dès lors que ces aliments sont réduits à des choix ponctuels. C'est pas kiff-kiff parce qu'en fait ça va dépendre de chacun. Une personne va manger une fois un aliment qui contient certaines lectines auxquelles cette personne est très sensible et donc elle va avoir une réaction super forte. Et puis une autre, ça fera rien. Donc ça dépend. Et puis le problème, c'est que il y a des personnes qui vont consommer régulièrement des aliments gris. C'est pas forcément le même, sauf qu'elles vont à chaque fois avoir une réaction inflammatoire qui va s'entretenir d'aliment en aliment en aliment. Même si elles ne mangent pas toujours le même aliment, si elles consomment régulièrement des aliments gris, sa réaction inflammatoire elle va s'auto-entretenir. Donc l'idée, c'est de voir quels sont les aliments qui, moi, me posent le plus de problèmes, de les identifier de façon à arrêter d'en consommer régulièrement. Après, la plupart de ces aliments gris, c'est aussi des aliments plaisir. Il faut avoir conscience qu'on va consommer tout un tas d'aliments pour se faire plaisir, et non pas parce qu'on en a vraiment besoin. Donc le problème, il est là aussi. Voilà, on arrive au terme de ce question-réponse qui était un petit peu long. Bon, j'espère que quand même ça vous a appris des choses. Je ne ferai pas de troisième vidéo sur cette thématique. Je pense que 2 vidéos c'était nécessaire parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais bon, il n'y en aura pas 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.